Donc bonjour, je vais vous parler de Disney. Donc la première nouvelle, c'est le remplacement de Bob Iger par Bob Chapek. Bob Iger, c'est cet homme présent ici, qui était le PDG de Disney entre 2005 et 2015. Il a d'abord été étudiant en médias et télécommunications. Il a obtenu un bachelor degré, l'équivalent à peu près de notre licence. Puis ensuite, un master d'administration et direction des entreprises. Premier métier, c'était présentateur météo. Et d'une rencontre, il est entré à ABC. Et de fil en aiguille, de promotion en promotion, il est devenu le président d'ABC. En 1995, ABC est racheté par Disney. Il met alors un pied dans l'écurie de Disney. Encore de fil en aiguille, de promotion en promotion, il en devient le président en 2005. Des défis vont alors s'offrir à lui. Le premier, c'est de renouveler la marque Disney et ses contenus, parce que beaucoup de fans n'arrêtent pas de critiquer Disney en disant qu'ils font que des suites, des grands classiques, mais qui n'innovent pas beaucoup. Un autre, c'est comment apaiser les conflits internes qui sont dans le top management. Donc une réorganisation du top management sera mise en place. Et le troisième, gagner Disney des OPA hostiles de ses concurrents. 15 ans après le mandat de Bob Iger, qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse une entreprise qui a quadruplé ses bénéfices, qui passe de 2 milliards à 10 milliards de dollars. Il laisse aussi une entreprise dont la valorisation boursière a quadruplé de 48 milliards à plus de 200 milliards de dollars. Un vrai succès. Un si grand succès que son successeur, Bob Chapek, ici présent, qui va continuer la même stratégie que Bob Iger a lancé. Donc, on va essayer de décrypter un peu cette stratégie. La stratégie de Bob Iger est basée sur une croissance externe de produits et de contenus très prometteurs. On peut voir Marvel ou encore Lucasfilm. Mais on peut voir aussi que sa stratégie, même si elle est basée sur encore une croissance externe, qu'elle reste dans la grande ligne de Disney, à savoir un développement de produits. Donc, des contenus, puis ensuite les parcs d'attractions. Après les parcs d'attractions, tout le merchandising qu'il y a derrière ou encore des jeux vidéo de ces films. Donc c'est toujours un développement de produits sur la base du cinéma. Maintenant, en novembre 2019, un autre produit est apparu qui est le service à la demande de Disney. Il s'appelle Disney+, et ce service a été lancé d'abord aux États-Unis. Un mois après, ce service a eu 28,6 millions d'abonnés. En comparaison, Netflix a 58 millions d'abonnés après plusieurs années d'exploitation. Donc, comment expliquer le succès de Disney Plus? Le succès de Disney Plus s'explique notamment grâce à la notoriété de la marque et aussi à la notoriété de ses contenus. Parce que si on regarde bien sur Disney Plus, il n'y a rien que des films qui sont parmi les meilleurs films au box-office en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité. Donc, lorsqu'on regarde, on voit que chez Disney+, il y a Avatar. On voit que chez Disney+, il y a Avengers Endgame. On voit que chez Disney+, il y a Le Roi Lion, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Si bien que ça attire beaucoup. Il y a la notoriété de Disney et puis aussi la marque Disney qui est connue dans le monde entier. Donc, ce qui fait que les gens vont directement vers Disney parce qu'ils connaissent déjà le contenu qu'il y a et qu'ils savent que ce contenu-là peut leur plaire. On dit que Netflix, ce n'est pas encore leur contenu. Donc, une autre chose, maintenant qu'on est au service à la demande, lorsqu'on regarde à peu près le cycle de vie des produits, on a l'impression qu'on est toujours sur la période de croissance parce qu'il y a toujours, notamment grâce à la croissance de Disney, mais aussi parce qu'il y a toujours de nouveaux entrants. Pour moi, celui qui a pénétré ce marché était Netflix, c'est lui qui est entré dans ce marché. Et ensuite, d'autres qui ont vu qu'il y avait une croissance très forte dans ce marché, ils sont entrés. Parce que d'autres là, j'entends HBO, Apple TV, Amazon et d'autres dont on entend parler qui sont la Warner et tutti quanti. Mais Disney, lorsqu'il rentre dans ce marché, on peut voir que parmi les autres concurrents qui sont actuellement présents, Disney a un positionnement différent. Disney Plus s'est fortement différencié par rapport aux autres Netflix, HBO. Dans le sens où ce qu'on va retrouver chez Disney+, c'est vraiment du contenu Disney ou de contenu familial. Tandis que chez Netflix, on a plus tendance à avoir un contenu carrément universel. Tu peux trouver de tout. Tu ne vas pas trouver de films d'horreur chez Disney. Chez Disney+, en tout cas, pour l'instant, tu ne trouves pas de films d'horreur chez Disney+. Et ce qui m'a fait dire qu'ils ont voulu vraiment différencier Disney+, en étant un produit Disney, c'est que Disney+, a beaucoup plus de contenu que ce qui est présent sur la plateforme. Par exemple, il y a Predator et Alien qui ont racheté des mains de la Fox, qui ne sont pas présents. Certes, ils ont pris de la Fox, Avatar, les X-Men et les Simpsons, mais ils n'ont pas pris les contenus qui ne pouvaient pas être vraiment Disney compatibles. Predator, Alien ne sont pas Disney compatibles. Il y a d'autres films, par exemple Marvel, Deadpool,
C'est peut-être pas pour l'instant Disney compatible, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas chez Disney+. Même si c'est dans l'univers Marvel et que ça aurait toute sa place, hein. Voilà. Donc la notoriété. Et un autre succès, une autre chose qui pourrait expliquer son succès à long terme à Disney+, c'est le fait qu'ils contrôlent carrément tous leurs produits. Les produits appartiennent 100% à Disney et aucune plateforme ne pourra la retirer. Tandis que Netflix, eux, ils ont agrégé des contenus de différentes plateformes, notamment au début il y avait Disney, il y a la Warner grâce à Harry Potter, il y a un tas de contenus qui n'appartiennent pas à Netflix. Tandis que Disney, tous ces contenus sont à 100% à eux. Donc du coup, leur catalogue ne risque pas de bouger tant que ça, sauf s'ils le veulent. C'est le point fort c'est le point fort de Disney. Un autre point faible qu'on peut voir dans Disney+, c'est justement sa différenciation. Ils sont différenciés, mais quand tu veux voir quelque chose, tu veux pas forcément voir du contenu familial. Tu as envie aussi de découvrir d'autres choses, tu as envie de voir des films d'horreur, tu as envie de voir de tout. Mais Disney a aussi tout pensé. Disney a une plateforme qui s'appelle Hulu. Outre-Atlantique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné Disney Plus avec Hulu. À ce moment-là, on a plus l'impression que Disney veut rivaliser dos à dos avec Netflix en se mettant à son même niveau, en proposant un contenu autant universel que Netflix que eux avec Disney Plus. Donc, on peut voir que dans le futur, Disney pourra rivaliser au même niveau que Netflix grâce à sa plateforme Hulu et que cette plateforme va sûrement venir en France et va se combiner aussi avec Disney+. Donc, si je pouvais résumer, je dirais que la stratégie de Disney, la stratégie de Disney aujourd'hui de Bob Iger, qui est notamment due à deux croissances externes qui ont été un franc succès, ressemble un peu à la stratégie qu'ils avaient au préalable.